L'un des sites les plus intéressants est appelé Azro Miyazen, le rocher des sages. Il se trouve dans la région de Tel Abzro, à côté du village Tarihant, à une quinzaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Il semble qu'il ait, par le passé récent, servi à des rites. Il a aussi servi de lieu de délibération aux habitants de la région. Le rocher s'aperçoit de loin, tant sa forme oblongue le distingue au milieu de ce qui, il y a quelques milliers d'années, devait être un maquis, une forêt dense. Lors de sa découverte dans les années 60, il était entouré de figuiers, de caroubiers et d'oliviers. Ce bloc, fait d'une seule et immense pierre noire, impressionne tant par sa hauteur que par sa largeur. C'est un monolithe, assombri par les lichens. Il se dresse au milieu d'un pays vert, où le ciel est bleu, quand l'éclair ne déchire pas le jour, et ce même ciel qui se charge. L'accès au niveau de l'abri se fait avec difficulté à partir de petites cavités creusées à même la roche, ce qui semble attester l'ancienneté, sinon des inscriptions et dessins qui l'ornent, du moins l'ancienneté de sa fréquentation par les antiques Imaziren. Cette position permet d'embrasser du regard une partie importante de la région. Ce site fut d'évidence un gîte qui a protégé ses habitants de la dureté du climat et des bêtes sauvages. Il fut aussi sans doute un point pour observer le mouvement d'éventuels ennemis, humains. Une fois dans l'abri, les dessins et les inscriptions libyques se répartissent sur un espace de 13 mètres de long, 3 mètres de hauteur, 2,50 mètres de profondeur. Ici, les auteurs jouent de la rationalité des signes libyques. Les inscriptions réparties au moins sur 3 lieux sont nettement altérées. On peut y lire des lettres qui pourraient constituer le mot suivant, Tayour. Sur une autre, on peut lire Ebba. Une autre encore contient le groupe Rakam avec une première lettre non identifiée. Là, on voit des tracés propres à activer l'émotion de leurs contemporains et de leurs descendants. Ailleurs, c'est une scène de la vie immédiate qui est figurée. Des silhouettes humaines, au tracé épuré se devine, qu'on aurait pu au départ prendre pour les lettres inconnues d'un nouvel alphabet. Est-ce peut-être là un vestige qui témoigne du passage du figuratif vers le symbolique et du symbolique vers le signe, le caractère alphabétique? Des dessins à valeur symbolique enrichissent le site, mais sans nous éclairer sur le sens à prêter à cet ensemble. Dans leur précieux livre sur les sites rupestres de la Kabylie du Djurdjura, paru à la fin des années 60, le père Blanc-Poitou et le pharmacien Musso ont fait un relevé précis des dessins et inscriptions que leurs auteurs ont dédiés à la postérité. Hélas, de grandes différences s'observent. Autrement dit, entre les relevés des deux chercheurs et ce qui reste aujourd'hui de ces petites œuvres perdues à jamais, une dégradation s'observe. Outre l'effet produit par les infiltrations d'eau et celle du soleil, la main de certains Kabyles a très nettement participé à la destruction de ce lieu. Ainsi, entre cette image que nous avons prise en 2006 et celle-ci en 2014, nous constatons une détérioration remarquable. La ville d'Éphèse a connu l'infortune de voir agir en son sein Érostrate. Ne sachant comment entrer dans la postérité, il a incendié le temple d'Artémis. La Kabylie, quant à elle,
parle d'un autre Érostrate, dont nul n'avait jamais évoqué le nom, jusqu'au jour où, pour sa gloire, il a décidé de souiller la fontaine de son village. À l'image de ses devanciers, un certain Saïd est entré dans l'histoire en octobre 2009. Il a décidé d'abîmer l'un des dessins les plus intrigants de cet abri. Voici comment une vie sans vertu et quelques instants d'ignorance active ont détruit une mémoire qui remonte au moins à 2000 ans. De ce témoignage. Protégé par les habitants. C'est le cas par exemple des inscriptions présentes sur un site littoral. Nos accompagnateurs nous ont demandé de ne pas donner la situation précise du site. On y arrive en traversant une forêt parfois inextricable. Les rochers ne peuvent pas, sans aménagement, à l'exemple du site Azroï Miyazen, servir d'abri pour se protéger des bêtes sauvages ou de la pluie. Ils présentent toutefois des formes remarquables, de type pyramidal pour certains, des formes propres à exercer en tous les cas une forte impression sur les anciens Imaziren. Les inscriptions sont réparties sur plusieurs zones. On y trouve des phrases en libyque, accompagnées de dessins à forte connotation symbolique. Nos accompagnateurs nous ont signalé que, dans la même zone, une sculpture a été repérée.
Elles ne semblent pas avoir été recensées par les explorateurs antérieurs de ces lieux. De toutes les façons, dans cette région, ce sont des centaines de lieux qui couvrent des stèles, des inscriptions, des anciens lieux de culte, des pressoirs antiques, etc. Amazir, Sharfa, Thamazir Tourevah, Tifra, Aithiften, Azrubwar, Boujima, Tassira Athman, Agouni Gahran, Thinswin, Asif Sibaou, Iflisen, Azarar, Agouni Azrar, Tegmoun Taithihya, Kabjenneth, Sidi Naaman, Ifira, Bouzgan, Thamzgida, Makoudar, Thamdou Qalwash, Azrant Zizwa, Ishtwanen, Tudja, etc., etc. Il appartient à chacun de découvrir ces sites et de les protéger. Tout isolés que paraissaient être les habitants des îles Canaries à la fin du Moyen-Âge. Ils possédaient des villes, des villages, une organisation sociale. Ils avaient des croyances et une écriture. Plusieurs parlers en tamazirt avaient cours au moment où les habitants des îles, peut-être 50 000, voient venir chez eux des explorateurs qui devancent les futurs conquérants espagnols. Même si la présence du type blond y est élevée, des indicateurs génétiques rattachent les habitants des îles Canaries au nord africain. Ces îles sont connues depuis Uva II, dont les écrits aujourd'hui perdus sont cités par Pline. Celui-ci ne signale pas de présence humaine. Un militaire carthaginois le fait au Ve siècle, mais son témoignage serait sujet à caution. Au XVe siècle, les autochtones sont à peu près exterminés par la conquête espagnole. Il en alla de même pour la langue, les coutumes et les croyances. Un voyageur qui visite les îles en 1455 affirme que malgré les ressemblances de grammaire et de vocabulaire, les habitants des îles ne se comprennent pas tous. Les inscriptions en tamazirt qu'on y a trouvées pourraient dater du 8e au 10e siècle après Jésus-Christ. Des inscriptions sont trouvées L'alphabet des îles Canaries s'apparente à celui utilisé par les Touaregs, qu'il s'agisse des formes antiques des Tifinagh ou de leur version plus récente, et molle. C'est ainsi que Aniguren put tracer les premières inscriptions en tamazirt. Cette légende est éloquente. Pour les Imaziren du Sud, l'écriture revêt une importance sacrée. Elle a partie liée avec le cosmos. Il est un fait établi. Sans doute plus qu'aucun autre groupe amazir, les Imaziren du Sud ont su préserver leur mode de vie, leur langue et même leur alphabet. Toutefois, en dépit de cela, ils n'ont pas produit, du moins jusqu'à une époque récente, de grandes œuvres littéraires, philosophiques ou scientifiques dans l'alphabet Tifinagh. C'est que l'usage de cet alphabet fut limité à l'écriture de courtes inscriptions, épigraphies amoureuses, énigmes, informations pratiques. De plus, chaque sous-groupe ou presque de cet ensemble amazir utilise Tifinagh avec des variantes. Les Tifinagh présentent cette particularité qu'elles ne livrent pas leur sens en simultanéité avec leur lecture. Dans la mesure où les voyelles n'y figurent pas de manière systématique, le déchiffrement a besoin d'une phase intermédiaire pour éclairer le lecteur. Nous le voyons par exemple sur la jaquette d'un disque du célèbre groupe Finariwen. Seul celui qui connaît le mot Finariwen est à même de le prononcer. Une première lecture incite à lire Finariwen. Il en va de même pour le titre que nous lisons
Meskel, alors qu'il faut le lire Masakul. La relation des Tifinagh avec les écritures du Nord n'est pas clarifiée. Dans quel sens? Comment l'influence s'est-elle exercée? Du Nord vers le Sud ou du Sud vers le Nord? On comprend combien la réponse à cette question permettra de résoudre celle portant sur l'origine de Tamazigh sous sa forme écrite. C'est à l'alphabet phénicien que les spécialistes attribuent l'influence la plus importante dans la naissance de l'écriture Tamazigh. Née vers 1500-1300 avant Jésus-Christ, non seulement l'écriture phénicienne aurait précédé de nombreux alphabets méditerranéens, mais encore, elle serait à leur origine. Ce sont les caractères phéniciens qui seraient les ascendants notamment de l'alphabet grec, du latin et, à une époque inconnue, de l'alphabet libyco-amazigh. Des spécialistes ont même soutenu que cet alphabet nord-africain serait né de la seconde écriture punique. Parmi les arguments qui plaident en faveur de l'influence phénicienne ou punique, il y a le fait que les inscriptions se trouvent sur des territoires influencés par la culture punique. C'est le cas de la Tunisie actuelle, de Douga par exemple, dont nous avons étudié la stèle dédicace à Massinasson. Il y a le fait que 7 caractères présents dans l'alphabet libyque se retrouvent dans l'alphabet phénicien. Il y a le fait que l'alphabet amazigh ne note pas avec précision les voyelles, du moins à des yeux contemporains. Cela le rapproche des alphabets sémitiques qui ne notent que les consonnes. Cette caractéristique pose des difficultés à la compréhension des messages écrits. Cela est d'autant plus vrai que certains groupes amazigophones possèdent jusqu'à 8 voyelles. Cependant, plusieurs spécialistes observent que les inscriptions les plus anciennes ne se trouvent pas forcément dans des zones sous influence punique. C'est le cas par exemple de l'inscription donnée pour la plus ancienne de l'Afrique du Nord. Il s'agit de celle d'Azib Nikis au Maroc et dont nous avons parlé dans notre première émission. Découverte à la fin des années 50 dans la région de Yagour, dans l'Atlas, elle a suscité l'intérêt de Jean Malhomme, André Simoneau, Lionel Galland et Gabriel Camps. Un consensus s'est dégagé pour en faire l'inscription libyque la plus ancienne. Elle daterait de 5 à 7 siècles avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, s'appuyant sur d'autres expertises, certains spécialistes ne soutiennent pas l'hypothèse d'une datation aussi haute. Le libyco-amazigh s'écrivait parfois de droite à gauche, comme le punique, à Douga par exemple, mais il s'agit là de cas spécifiques. Beaucoup de stèles ou d'inscriptions sur roches sont écrites du bas vers le haut, ce qui est un indice d'ancienneté. S'agissant du lien entre l'écriture libyque et le néo-punique, si les Imazighen empruntent leur alphabet au punique, pourquoi le faire dans une forme qui ressemble à celle d'alphabet nettement antérieur à l'écriture punique? La morphologie des caractères libyques se distingue de celle des caractères puniques et même phéniciens. L'écriture punique présente des arrondis, tandis que l'écriture tamazigh présente des formes élémentaires, ronds, très droits. Il serait probablement faux de soutenir que les Phéniciens n'ont joué aucun rôle dans la naissance de l'alphabet amazigh. Mais leur rôle, pour certains, se serait limité à faire germer ce projet dans l'esprit de ceux ou celles qui allaient inventer les caractères libyco-amazigh. Il est convenu de répartir l'alphabet amazigh en 3 sous-groupes. L'alphabet oriental, comme celui de Douga, l'occidental, comme celui de l'Atlas marocain, et le saharien.
Pour l'intérêt de notre thème, il est à noter surtout que les tatouages qui s'impriment sur leurs bras, leurs jambes, sont constitués de traits ou de cercles qui se retrouvent dans l'alphabet libico-amazigh. Ces œuvres datent de 12 à 13 siècles avant Jésus-Christ. On observe des tatouages qui ressemblent à des caractères libiques sur les portraits de Fayoum, exhumés à partir du XIXe siècle. Ils furent exécutés entre le 1er et le 5e siècle de l'ère chrétienne. Au XVIe siècle, le diplomate et explorateur Hassan el-Wazen, dit Léon l'Africain, évoque les femmes de Vgaïef en Algérie, qui, dit-il, portent une croix rouge sur la joue de toute antiquité. Le visage des femmes, photographié par Marc Garanger en 1960 en Algérie, ou d'autres, antérieurement les femmes marocaines par Jean Besancenot, illustre la constance de l'écriture magique et symbolique des Imazighen du XIIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du XXe siècle. L'écriture corporelle est composée de signes qui expriment la sollicitation d'instances invisibles. Le tatouage matérialise la puissance protectrice d'un langage secret. Il ne peut faire de doute que ces tatouages sont les témoins du passage de la figuration au profit d'une transposition symbolique, à ceci près que c'est une écriture métaphysique, à qui l'on suppose des pouvoirs sur la nature et sur les puissances surnaturelles. Tandis que l'écriture libique, comme d'autres, est composée de signes qui seraient l'expression d'un pouvoir lié à l'efficacité immédiate. Et justement, la faiblesse de cette écriture est sans doute de ne pas avoir bénéficié d'une sécularisation. Elle serait ainsi passée d'un statut ésotérique à un statut exotérique, c'est-à-dire à un usage commun. Certains signes entretiennent un rapport immédiat avec le libique. On le voit aussi bien sur les bras d'un amazigho libyen, sur un portrait antique de Fayoum en Égypte, que sur les visages des femmes algériennes des années 60. Le XXe siècle verra naître parmi les Imazighen une élite, puis des populations plus larges qui voudront prendre connaissance et possession de ce passé, de cette écriture et de leur histoire. Ce sera l'objet de notre prochaine émission. قراد أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السوين